chers téléspectateurs, et bienvenue à la toute première émission de Symphonia. Mon nom est Lauriane Delorme et j'aurai le plaisir d'être votre animatrice. Le monde de la musique est un univers passionnant et constamment en évolution. Symphonia vous propose donc de découvrir la musique sous tous ses angles, c'est-à-dire de découvrir de nouveaux artistes et de faire part des derniers développements concernant cet univers musical. L'émission d'aujourd'hui portera, plus précisément, sur les effets que la musique peut avoir sur une personne. C'est un concept assez intéressant, car on ne réalise pas souvent l'importance qu'a la musique tant sur le plan physique que sur le plan moral. J'aurai donc le plaisir de vous faire redécouvrir un film qui s'est taillé une place comme un classique incontournable. Je vous mettrai aussi à jour en ce qui concerne les nouveautés littéraires. Ensuite, vous en apprendrez davantage sur la musicothérapie et rencontrerez même une musicothérapeute afin d'enrichir vos connaissances sur sa profession. À la fin de l'émission, j'aurai le plaisir de vous présenter un nouveau duo de chanteuses très prometteur pour le monde de la musique. Commençons tout d'abord par le classique de la semaine. Que diriez-vous de replonger dans l'univers musical du film L'opus du professeur Holland? Cette semaine, chers téléspectateurs, je vous parle d'un classique qui en a marqué plus d'un. À travers l'histoire du 7e art, le cinéma et la musique ont toujours fait bon ménage. On peut penser au film néo-zélandais La leçon de piano, dans lequel l'actrice Holly Hunter incarne le rôle d'une jeune femme qui ne réussit à s'exprimer qu'avec le son de son piano. Et vous avez aussi peut-être été touché par le drame historique Le pianiste. En effet, l'acteur Adrien Brody se met dans la peau d'un juif lors de la Seconde Guerre mondiale qui, à travers son amour de la musique, essaie, tant bien que mal, de se sortir vivant du cauchemar de l'Holocauste. Que d'émotions dans ces deux films, grâce à l'apport de la musique! Alors, on ne peut passer sous silence l'opus du professeur Holland. Ce film paru en 1995 par le réalisateur Stephen Herek a ému plusieurs personnes. On se dit que son succès peut avoir été, en bonne partie, assuré grâce au jeu magnifique de l'acteur Richard Dreyfuss. Cependant, l'importance accordée à la musique est sans aucun doute ce qui classe cette production cinématographique dans la catégorie des classiques. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de visionner ce chef-d'œuvre, je vous le conseille absolument. Ce film comporte une variété d'aspects intéressants. Personnellement, ce qui m'a vraiment intriguée est l'importance que tient la musique dans cette production. Le réalisateur a étalé le film sur plusieurs années, ce qui a permis à Michael Kamen, le compositeur de musique officiel de la production, d'explorer différents styles de musique. Ce ne sera donc pas une surprise si je vous dis qu'il prend un plaisir fou à marier le rock et le classique, ce qui par le fait même dépeint originalement l'évolution de la musique. En effet, ce compositeur américain affectionne tout particulièrement les groupes tels que Metallica ou Aerosmith, avec lesquels il a effectué maintes tournées et albums. L'influence de Kamen ira jusqu'à modifier l'approche pédagogique du professeur incarné par Richard Dreyfuss. Ce dernier aime bien baser son enseignement sur le classique tout en incluant le moderne. Bien sûr, la musique occupe un rôle important dans ce film, mais elle est doublement importante car elle aura un impact dans la vie des personnages. On y raconte, plus particulièrement, l'histoire d'un jeune compositeur de musique qui doit enseigner cette discipline à des élèves de niveau secondaire afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Étant le père d'un jeune garçon, M. Holland ne peut contenir sa joie de faire connaître sa passion à ce dernier. Cependant, cette relation père et fils sera détruite par cette même passion musicale, car son fils est sourd et muet depuis sa naissance. What does he give him what he wants? I don't know what he wants. I don't understand what he's trying to tell me. Don't you get it? You go off to school every day with all of your
children who are normal. I can't talk to my son. Pendant de nombreuses années, il se sentira mis à l'écart par la musique et Holland, de son côté, ne pourra accepter l'handicap de son fils. Glenn Holland se concentrera donc uniquement à ses élèves, car pour lui, l'école est le seul endroit où sa musique vit sans contrainte. Cet enseignement sera, en quelque sorte, ce qui réveillera en lui une réelle vocation et ses méthodes pédagogiques bouleverseront le collège pendant une trentaine d'années. I will use anything from Beethoven to Billie Holiday to rock and roll if I think it'll help me teach a student. Heureusement, lorsque le film bascule au tout début des années 90, cette même musique qui à l'origine détruit leur relation viendra sauver les deux hommes. Peu à peu, Glenn Holland comprendra enfin que malgré l'handicap de son fils, il peut tout de même lui faire découvrir la musique en l'adaptant à sa condition, notamment en utilisant un jeu de lumière qui s'adaptera aux vibrations créées par la musique. C'est dans ce bel esprit que le film touche à sa fin. L'opus du professeur Holland restera encore longtemps un classique dans la mémoire de tous, car il permet d'arriver à la conclusion que peu importe si l'on parle de son côté ravageur ou de son côté rassembleur, la musique joue un rôle primordial dans la vie des personnages du film, mais aussi dans la vie réelle. Nous venons de nous remémorer un classique du cinéma. Allons maintenant découvrir une nouveauté littéraire. Bonjour chers téléspectateurs, nous voici rendus à notre nouveauté littéraire de la semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un artiste que presque chacun d'entre vous connaît. Pianiste, chanteur, chef de chœur, animateur de télévision et de radio et auteur, compositeur, interprète. Ça vous dit quelque chose? Je l'espère car je vous parle de Grégory Charles, l'homme aux multiples talents. À sa longue liste d'activités, on peut maintenant ajouter la profession d'écrivain, car il a récemment publié sa toute première autobiographie. Lancée en avril 2013 par les éditions La Presse, l'autobiographie N'oublie jamais raconte avec un peu plus d'intimité l'enfance de cet artiste québécois. Derrière plusieurs auteurs se cache une raison d'écrire un récit de type autobiographique. Pour Grégory, c'est la maladie d'Alzheimer de sa mère. Il veut se remémorer chaque conseil et moment passé avec cette femme. Ce livre, il le dédie en fait à sa fille Julia pour lui transmettre à elle aussi tous les précieux enseignements qu'il a reçus. Bien que cet ouvrage ne comporte pas vraiment d'intrigue, il n'en demeure pas moins attrayant et captivant. À travers les chapitres, Grégory Charles nous fait découvrir une femme extraordinaire qui a fait naître chez lui l'amour de la musique. On pourrait s'attendre à découvrir une femme au cœur tendre, qui ne s'impose pas et qui reste un peu dans l'ombre de son fils. Mais c'est tout le contraire. En effet, la mère de Grégory est une femme forte, indépendante et remplie de sagesse. C'est elle qui a fait découvrir et pratiquement imposer la musique à son fils. En plus de son professeur personnel, elle lui enseignait à la maison et Grégory devait pratiquer sans cesse. Cette pratique peut paraître exagérée. Cependant, plus le roman avance, plus on découvre que sa mère le poussait à aller au-delà de ses capacités, sachant que son fils avait un amour pour la musique. Elle le poussait afin qu'il s'en rende compte. Lors d'une citation du livre, nous comprenons exactement ce qu'elle voulait dire. Elle savait que j'avais du talent, que j'aimais beaucoup la musique. Elle me demandait régulièrement si je voulais toujours jouer de la musique, ce à quoi je répondais toujours oui. C'était vrai, j'aimais tellement jouer. C'était répété qui était mon calvaire. Cette autobiographie démontre que sans l'acharnement de sa mère, Grégory Charles ne serait peut-être pas l'homme que l'on connaît tous. Dès le départ, j'ai apprécié que l'auteur écrive dans des mots simples et dans un langage accessible à tous. En effet, Grégory préfère s'exprimer comme il le ferait dans la vie de tous les jours, et selon moi, c'est ce qui rend le récit captivant et surtout facile à lire. Contrairement à une autobiographie traditionnelle, le type d'écriture de l'auteur est très différent et assez intéressant. Comme mentionné plus tôt, il écrit ce livre comme s'il parlait à sa fille Julia. Pas une seule fois, il nommera ses parents par leur nom. Il dira toujours « tes grands-parents ». J'ai beaucoup apprécié ce style d'écriture plus personnel car je me sentais privilégiée et n'avais aucune difficulté à me glisser dans la peau de Julia.
Ce récit sort du moule habituel de l'autobiographique car Grégory s'intéresse seulement à son enfance. D'ailleurs, il se permet même de briser le fil chronologique. Il ose parcourir les années sans suivre d'ordre logique. N'oublie jamais présente aussi des notions musicales éducatives. D'innombrables clins d'œil musicaux sont présents à la fin de chaque chapitre. Malgré le rôle qui peut sembler de second plan, ils ajoutent au récit, car ce sont les chansons qui appuient les enseignements de la mère de Grégory Charles. Avec Charles Aznavour, Michel Fugain, Gilbert Bécaud et j'en passe, on entre dans un tout autre univers et j'ai vraiment aimé cette expérience. Le dernier élément convaincant de ce roman qui se dévore très rapidement est sans aucun doute la sincérité que l'on retrouve dans les mots de Grégory. Comme dans la plupart des autobiographies, on retrouve cette sincérité et ce désir de se dévoiler. C'est ainsi que Grégory réussit à nous émouvoir simplement. Il m'est arrivé de rire, mais aussi de pleurer, car les moments où Grégory s'exprime face à la maladie de sa mère sont tendres et bouleversants. Cette citation tirée de ce bouquin évoque son attachement envers la femme qui l'a mis au monde. Alors que je mettais mon manteau, ta grand-mère m'a subitement demandé pourquoi je devais partir. Je l'ai regardé, tel un enfant incertain, et je lui ai répondu « Toi, pourquoi dois-tu partir, maman ?» Cet artiste a bel et bien de multiples talents, dont celui de l'écriture, car il a réussi avec humilité à rendre le quotidien émouvant. Vous avez envie de connaître le vrai Grégory Charles? Lisez son autobiographie N'oublie jamais. Je vous promets, vous n'oublierez jamais l'émotion et l'univers musical de cet ouvrage si unique. Comme nous l'avons compris, la musique était la passion de Grégory Charles. Regardons désormais une thérapie qui s'en sert pour développer nos capacités physiques et mentales. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi lorsque vous écoutez une musique douce, votre calme revient, ou au contraire, lorsque vous écoutez une musique forte et cacophonique, des émotions agressives effleurent votre conscience? Qu'est-ce qui fait que la musique ait une si grande influence sur nos émotions et même sur notre physique? En réalité, la musique est beaucoup plus qu'un simple son qui parvient à notre oreille. C'est plutôt une vibration qui entre en résonance avec le système nerveux et fait naître des émotions et des réactions de l'organisme. La musique modifie donc notre humeur et l'homéostasie. L'homéostasie est en fait l'équilibre qui est nécessaire au bon fonctionnement du corps humain. On peut le comparer un peu à une balance en équilibre. D'une part, la musique apporte un certain sentiment de sécurité et de bien-être. Par exemple, les berceuses utilisées chez le jeune enfant sont perçues par ce dernier comme des jeux sonores qui représentent une organisation réconfortante et apaisante dans la cacophonie du quotidien. La réaction du bébé est similaire à celle d'un adulte déprimé, angoissé et agressé par le rythme effréné de la vie moderne qui se sentira lui aussi apaisé par la musique. Un peu partout, on parle sans cesse du pouvoir de la musique. Certains diront que ce terme est exagéré, mais il existe bel et bien une relation entre la musique et la notion du pouvoir. Tout d'abord, elle a toujours servi d'allié au pouvoir politique en éduquant, contrôlant et en soumettant le peuple. Un exemple tristement célèbre est le nazisme. Les États totalitaires et les armées utilisaient la musique notamment pour motiver les troupes lors d'exécutions de tâches douloureuses, insupportables et parfois cruelles. La musique a aussi servi d'outil au pouvoir religieux. À l'époque, l'Église affichait une grande méfiance vis-à-vis de la liberté musicale au point d'imposer un genre de musique que tous devaient adopter. Ce fut le cas lors du long règne des chants grégoriens. Après un travail acharné de la part de l'Église, ces chants étaient désormais les seuls pouvant accompagner les cérémonies religieuses. Ils avaient le pouvoir d'inciter à la piété et à la générosité du peuple envers l'Église. Encore une fois, cet exemple démontre bien que la musique possède, depuis toujours, un pouvoir sur la psychologie et la morale des individus. Heureusement, la musique ne sert plus qu'à des fins de propagande et de contrôle.
Au contraire, on s'en sert entre autres pour aider la population à atteindre un état d'équilibre et de relaxation. À la maison, peut-être que plusieurs connaissent la thérapie dont je parle. Et oui, je parle de la musicothérapie. Cette approche consiste à utiliser la musique avec les interventions d'un musicothérapeute afin de rétablir la santé mentale, physique, émotionnelle et même spirituelle de personnes de tous âges. Avant de commencer ce genre de thérapie, il faut savoir que la musicothérapie comporte deux volets, le volet réceptif et le volet actif. L'approche réceptive consiste à faire l'écoute d'extraits musicaux ou de sons. Le programme sonore est établi en fonction d'un test de réceptivité musicale effectué avant la séance. En d'autres mots, ce test vise à déterminer notre perception personnelle de la musique. Le but de cette session est d'atteindre 3 étapes thérapeutiques, soit l'apaisement, la détente et la relaxation du patient. La musicothérapie active, quant à elle, invite le sujet à produire lui-même de la musique. Ce dernier peut donc laisser libre cours à sa créativité tout en s'exprimant par l'intermédiaire d'objets sonores, d'instruments de musique ou tout simplement avec sa voix. Donc à la maison, à vous de décider quel volet vous préférez explorer. Pour ce qui est des origines de la musicothérapie, elle reste encore nébuleuse. Plusieurs sources affirment malgré tout que depuis l'Antiquité, on attribue des pouvoirs magiques et guérisseurs à la musique. Pourtant, ce n'est qu'au 20e siècle, avec les avancées sur la connaissance du cerveau, que la profession officielle de musicothérapeute fait son apparition au Canada et aux États-Unis. Il est important de comprendre que lorsque la musicothérapie est arrivée au Québec, elle se faisait beaucoup plus discrète. Aujourd'hui, elle est plus présente, notamment dans des centres hospitaliers, milieux scolaires, centres de réadaptation, ainsi qu'en pratique privée. On peut donc dire qu'à la base, la thérapie est restée la même, mais qu'elle a pris de l'expansion. Si vous ressentez le besoin de vous informer et d'en apprendre davantage sur la musicothérapie, rendez-vous au www.musicothérapie.ca. Vous qui êtes peut-être trop stressé, la magie de la musique pourrait vous aider. Surtout, n'ayez pas peur d'en faire l'essai, les professionnels seront là pour vous accompagner tout au long du processus. Pour la prochaine chronique, je me suis déplacée chez une musicothérapeute pour en apprendre davantage sur cette thérapie. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, nous rencontrons une musicothérapeute. Alors bonjour, Madame Élise Benoît. J'espère que vous allez bien. Oui, bonjour, ça va bien, merci. Dans quelques instants, nous en apprendrons davantage sur la musicothérapie avec l'aide d'une professionnelle. Vous travaillez beaucoup avec les enfants autistes et les personnes ayant une déficience intellectuelle. Mais croyez-vous que la musicothérapie favorise une clientèle en particulier? Non, je ne crois pas qu'il y ait une clientèle en particulier qui bénéficie de la musicothérapie. C'est très large. J'ai des collègues qui travaillent en soins palliatifs, avec des prisonniers. Il y en a qui travaillent, par exemple, avec des femmes enceintes pour aider à l'accouchement. La clientèle est très vaste, en fait. Non. Une grande variété. Oui, il y a une grande variété. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Madame Cécile. Alors Madame Cécile prend des cours avec Madame Benoît et aujourd'hui, j'aimerais ça en fond que vous m'expliquiez si vous aimez ça prendre des cours avec Élise. Ben oui. Oui, est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous faites durant ces séances? Alors, je disais le fun, on chante, puis elle a dans le temps, on chante avec elle dans le salon. Comme nous le savons, la musicothérapie comporte deux volets. Alors, on a le volet réceptif et le volet actif. Lequel, croyez-vous, est le plus bénéfique lors d'une séance de musicothérapie? Ben, tous les deux, ça dépend encore beaucoup de la clientèle. Tout dépend des besoins. On y va avec les objectifs. Donc, moi, en déficience intellectuelle, je travaille beaucoup avec la méthode active. Mais si je m'en vais travailler en soins palliatifs ou avec des personnes qui vivent avec des problèmes de santé physique chronique, je vais plus utiliser peut-être aussi une méthode passive, réceptive. Ça dépend des besoins. Et je ne dirais pas qu'une méthode est meilleure que l'autre. Tout dépend des besoins. Notre
exemple qui me vient, par exemple, c'est un petit enfant autiste qui commence à venir ici. Les parents voulaient qu'il fasse du piano. Bon, on s'entend. Alors pour moi, c'est ce que j'appelais un enfant papillon. Son regard et son corps ne se posaient pas une seconde à la même place. Et donc, j'ai développé des façons de travailler avec lui, mais au début, je me disais, mais où je m'en vais, ça n'a pas d'allure, il est un papillon. Il y a un papillon. Il n'y a rien qui se posait. Et à un moment donné, il a commencé je lui ai montré un tout petit morceau de piano très, très simple. Et je me souviens, puis c'est moi qui jouais les doigts, c'est moi qui travaillais pour lui, puis lui n'était pas là. Et une journée, il est arrivé et il a joué son morceau tout seul. Puis quelques semaines après, il est arrivé, puis tout de suite en arrivant, en franchissant la porte, il était capable de me dire un mot pour me dire quelle chanson qu'il voulait jouer. Tu sais, alors pour quelqu'un, c'était un résultat incroyable. Pour quelqu'un qui ne pouvait pas du tout se faire comprendre qu'il y avait son regard ne se posait pas nulle part, son corps ne se posait pas, d'être capable de formuler une demande et de faire quelque chose par lui-même, qu'il aimait en plus, parce que tout passe par le plaisir. Pour moi, la musicothérapie, la base, c'est le plaisir. Alors, c'est incroyable. À partir de là, les progrès ont continué à augmenter sans arrêt. Si jamais à la maison, on se demande comment on fait pour devenir musicothérapeute, quelles sont les études à faire? Bien, disons qu'à la base, ça prend une certaine formation musicale, il y a un certain intérêt en psychologie. Donc maintenant, je crois qu'au Québec, il n'y a plus le niveau baccalauréat qui se donne, c'est un niveau maîtrise. Et en Ontario aussi, par exemple, il y a des niveaux doctorat qui se donnent également. Donc, une personne peut rentrer en maîtrise en musicothérapie avec un background de musique et certains cours de base en psychologie. Le premier sentiment qui me vient à l'esprit quand j'ai écouté cette chanson-là, c'est plus la tristesse que de la joie. En fait, la chanson, la musique que j'ai entendue évoque un peu un sentiment de nostalgie, du calme puis de la paix aussi en même temps. Quand j'ai écouté cette chanson, ça m'a fait penser au printemps et à une renaissance. J'espère que vous avez apprécié l'entrevue avec une professionnelle au sujet de la musicothérapie. Il est important de se remémorer que cette thérapie comporte de nombreux avantages et bienfaits, tant pour le corps que pour le mental. Maintenant que nous avons observé les bienfaits de la musique sur l'être humain, allons nous détendre dans une ambiance agréable en compagnie d'un tout nouveau duo de chanteuses. Cette semaine, j'ai été renversée par une étonnante découverte musicale. Que diriez-vous d'entendre un mélange de voix douces combiné à un univers envoûtant? Si c'est le cas, j'ai le plaisir de vous présenter mon nouveau coup de cœur de la semaine, le duo Milk and Bone. Ce nom ne vous dit rien? Attendez quelques semaines et je suis convaincue qu'on les entendra un peu partout. Ce duo est composé de deux Montréalaises, Laurence Lafont-Beaune et Camille Poliquin. Ayant fait connaissance au Cégep Saint-Laurent, elles ont déjà travaillé pour David Giguère, Sébastien Lacombe, Alex Nevsky, Fanny Bloom, Lessor Boulay, Karim Ouellet et Ariane Moffat. Avec ce bagage incroyable, elles ont pris leur courage à deux mains et ont fait le grand saut. Armées de leur clavier, de leur voix et de l'aide de leur producteur Gabriel Gagnon, elles ont gravi les échelons et surmonté les embûches pour finalement lancer leur premier album le 17 mars dernier. Croyez-moi, cet album mérite d'être écouté, et ce, plus d'une fois. En effet, on y retrouve une grande diversité de sujets abordés. Les deux chanteuses explorent notamment le côté plus sombre de l'amour, de l'amitié et du désir. Avec plus de 350 000 téléchargements sur SoundCloud pour leur single Pressure, cet album s'est déjà attiré les bons commentaires des critiques et du public.
Je n'ai pas l'habitude du pop électro, mais je peux vous dire que lorsque j'ai écouté l'album, je n'ai pas été déçue. Il est bien de se remémorer que le genre pop électro est une forme de musique composée principalement de synthétiseurs et de divers instruments de musique électronique. Malgré l'apparition en 1970 de certains initiateurs comme Kraftwerk, ce n'est vraiment qu'en 2000 que ce style prend de l'expansion. L'album Little Morning correspond totalement à ces critères. Les influences de ce duo transparaissent très bien dans leur musique. En effet, on retrouve l'univers musical de James Black, l'esthétique sombre de Little Dragon et la douceur des voix de Beach House. Le duo Milk and Bone nous transporte complètement dans un univers parallèle. Je dirais que l'aspect le plus réussi est la partie instrumentale de l'album. Il faut se rappeler qu'à la base, Camille et Laurence sont des virtuoses du clavier et je trouve qu'elles ont bien exploité ce talent. La grande variété des textures électroniques provenant du synthétiseur constitue selon moi la beauté de la musique pop électro. Des centaines de sons parcourent nos oreilles, mais toute cette harmonie demeure d'une simplicité parfaite. C'est le mélange authentique de sons et de textures qui crée une ambiance onirique, nous donnant ainsi l'envie de planer pendant des heures. Just one more night with you is all I wanted. Une autre force majeure du duo Milk and Bone est sans aucun doute l'utilisation d'harmonies vocales. En effet, leur principe n'est pas de chanter l'une à la suite de l'autre. Au contraire, Laurence et Camille mélangent leurs voix de façon à créer une quantité phénoménale d'harmonie. Pour ma part, ce mélange de voix simple et délicate m'a également conquise. Malgré la qualité de mon expérience générale que je qualifierais d'onirique, j'ai tout de même un point négatif à ajouter. Si comme moi, vous aimez les chansons à paroles, vous serez un peu déçu de constater que le duo Milk and Bone ne mise pas vraiment sur la profondeur des textes. Les sujets sombres sont bien choisis, mais peut-être un peu moins bien exploités qu'ils ne pourraient l'être. Dans la chanson New York, par exemple, les chanteuses répètent en boucle les mêmes 7 phrases tout au long de la chanson. Personnellement, j'aurais apprécié que les paroles soient travaillées davantage, d'autant plus que les sujets choisis sont variés et intéressants. Pour ce qui est de leur spectacle, ne vous attendez pas à avoir une prestation enflammée accompagnée de danses comme celle de Beyoncé, Pink ou Madonna. Au contraire, Milk and Bone ne mise pas sur les artifices et le superflu. Ces deux artistes se situent dans la simplicité tout en mettant en avant-plan leur voix et leur clavier. Nous aurons la chance de les observer lors de la tournée d'Ariane Moffat du 24 avril au 22 mai. À tous ceux à la maison qui n'ont pas découvert le duo Milk and Bone, branchez-vous rapidement sur SoundCloud, courez en magasin vous procurer l'album ou attrapez la tournée d'Ariane Moffat. L'émission tire déjà à sa fin. Je voudrais vous remercier, chers téléspectateurs, d'avoir assisté à la toute première émission de Symphonia. Aujourd'hui, nous avons découvert certaines nouveautés provenant du monde musical et nous avons aussi eu la chance d'observer l'évolution d'une thérapie peu connue. D'ailleurs, j'espère que vous avez compris l'importance qu'exerce la musique au sein de notre société. Pour tout commentaire ou question, je vous encourage à aller consulter notre site web au www.symphonia.com. Je vous laisse avec une invitation pour assister au concert de musique La 9e de Beethoven, présenté au Centre national des arts du 19 au 20 juin.